Conférence de presse des notaires du Grand Paris, jeudi 27 février 2025. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de participer à cette conférence de presse qui va relater donc du marché immobilier en Île-de-France pour toute l'année 2024, un petit compte-rendu. Et petite particularité cette fois-ci, on va peut-être attirer votre attention sur le quatrième trimestre qui a, on va dire, une évolution particulière, un peu marquée, un peu différente de l'année, qui est sans surprise pour le coup. Alors que peut-on dire? Entrons tout de suite dans le vif du sujet sur cette année 2024. C'est un marché immobilier fragile qui semble se stabiliser. Ce serait le point d'éclaircie de cette fin d'année et on espère bien que ça va perdurer. C'est un marché immobilier qui reste encore très faible en volume en cette fin d'année 2024. C'est à peu près le ton qui avait été donné trimestre après trimestre, donc sans aucune surprise. Quelles en sont les causes, les raisons? Vous en connaissez malheureusement beaucoup d'entre elles. La première raison, c'est le contexte international et géopolitique qui était angoissant, qui est encore plus anxiogène et qui n'a pas l'air de s'améliorer, en tout cas dans un proche avenir. On a une situation politique française qui est incertaine. Je ne vous fais pas le petit feedback sur la dissolution de l'Assemblée nationale qui avait créé des angoisses nationales mais internationales, et notamment pour nos investisseurs étrangers. Enfin, le vote récent du budget qui était censé nous rassurer tous, mais qui n'est guère en faveur du logement, en tout cas avec des petites doses homéopathiques de mesures, dont on est très fiers puisqu'on l'avait suggéré, qui avait été proposée sous la présidence de Marc Cagnard, qui est relative à l'accession dans le neuf et notamment aider les primo-accédants avec, non pas une prime, mais des outils de défiscalisation ou plutôt d'abattements fiscaux en matière de donation par parents-grands-parents avec un abattement de 100 000 € qui sera octroyé jusqu'au 31 décembre 2026 pour l'acquisition dans du neuf, dans de la VFA, de la construction neuve ou encore de la rénovation énergétique. Mais je passe les conditions. Sinon, que peut-on dire sur ces mesures budgétaires? La première, c'est que rien n'est fait ou pas grand-chose en faveur du loueur non professionnel, ça on le savait. Le PTZ est un petit peu élargi, mais pas de grande révolution. Et puis, mauvaise annonce, en tout cas, pas un régime de faveur, puisque la taxe départementale pourrait augmenter selon, évidemment, les départements, à commencer par Paris, qui l'a voté, et ça rentrera en vigueur le 1er avril prochain. Alors l'inquiétude pèse fatalement sur le moral des Français et notamment sur la confiance des ménages. Mais les taux d'intérêt sont là. C'est pour ça que je vous dis que ce quatrième trimestre est un peu curieux puisqu'on va marcher un peu en montagne russe. La baisse des taux d'intérêt est marquée et ça peut encourager le marché de l'immobilier puisque force est de constater que si on a une crainte qui persiste notamment sur la solvabilité des parties et des ménages, en revanche, une remontée du taux ne serait pas favorable à encourager cette reprise. Ou ce rebond, si tant est qu'il y ait un rebond. Donc désormais, on a été nombreux à l'annoncer et on ne peut que le confirmer, se loger devient une problématique inextricable puisque la chaîne du logement est interrompue. On a peu d'achats, on a très peu d'investissements locatifs et encore moins dans le neuf, qui est quand même le fief des loueurs de meublés non professionnels. Le marché locatif se tend aussi, donc ce n'est pas seulement une crise du marché de l'immobilier, mais une crise du marché du logement en son ensemble. Si le marché locatif se tend, eh bien, évidemment, on risque de partir vers des dérives en défaveur du respect des textes légaux. Que peut-on dire des chiffres au niveau national? Alors, selon la Fondation pour le logement des défavorisés, Aix-Abbé Pierre, 350 000 personnes sont sans domicile en 2024. Ce sont 2 700 000 personnes en attente de logements sociaux. Et au niveau de la France entière, les ventes enregistrées en 2024 sont de 792 000 ventes enregistrées. C'est donc moins 9% par rapport à 2023 et moins 29% par rapport à 2022. Constat pour 2024, on vient de le dire, c'est une crise qui dure, qui s'est endurcie, qui s'est allongée, qu'on n'a pas vu venir de façon aussi brutale et aussi profonde, mais peut-être que notre quatrième trimestre va nous encourager à voir plus clair, notamment par des volumes de vente qui semblent se stabiliser, avec un moins 2% enregistré au quatrième trimestre 2024 en comparaison au quatrième trimestre 2023. Et les prix, ils évoluent annuellement plus modérément que cette tendance de volume, et bien heureusement.
C'est un constat donc très particulier que l'on fait sur ce 4e trimestre. Comme je l'ai dit, ça contraste avec les chiffres qui sont beaucoup plus homogènes au niveau national. Sur le 4e trimestre, on l'a vu d'ailleurs entre confrères, on a des ressentis complètement différents selon le secteur de marché, selon le département, selon même voire la commune dans un même département. Ce sont des résultats très contrastés et qui sont bien différents encore une fois, des chiffres sur l'année qui, eux, sont nettement plus homogènes. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? Pas encore au stade de la conclusion, mais est-ce qu'on est sur une stagnation qui est annoncée par ce 4e trimestre et qui se profilerait? Ou est-ce qu'on est dans un marché qui est plein de soubresauts, de petits pics et non pas de plateaux que l'on pourrait voir sur nos graphes? Là, l'avenir nous le dira. En tout cas, je vous le dis encore une fois, lorsqu'on a fait notre petit tour de table entre confrères pour préparer cette conférence de presse, le 4e trimestre était très hétérogène dans nos ressentis à tous. Parlons désormais chiffres en Île-de-France et voilà le résultat en images. Donc on va vers une stabilisation de l'activité à bas niveau, moins 2% du 4e trimestre 23 au 4e trimestre 24. Après une longue phase de baisse, on continue de voir des volumes de vente qui sont baissiers, mais qui progressivement s'atténuent, c'est ce qui est plutôt heureux. On décrit une situation très différente, encore une fois, selon qu'on observe les volumes de vente sur l'année ou sur le 4e trimestre. Cette consolidation des volumes au 4e trimestre 2024, moins 2%, encore une fois en comparaison avec celui de l'année précédente, est assez généralisée dans toute l'Île-de-France. Les ventes restent souvent dictées, c'est vrai, par la nécessité. Les notaires observent des tensions, des négociations qui vont même après la signature d'une promesse de vente. Lors des signatures des actes, on peut se dire que le climat n'est pas forcément très détendu et aussi on constate des rétractations qui sont inhabituelles et qui sont assez révélatrices de la contrainte certainement du vendeur, mais surtout, comme c'est une rétractation, des hésitations des acquéreurs. Donc la baisse de volume des transactions semble s'atténuer en ce 4e trimestre. Lors de la précédente conférence de presse, on avait vu que ce volume d'activité, évidemment, était baissier. Mais regardez quand même cette progression en moins, on va dire, ou presque en plus. C'est-à-dire que si on regarde le 3e trimestre 23, on était à moins 32%. Au 4e trimestre, moins 27%. Au premier trimestre de cette année 2024, la baisse enregistrée était de 22%. 17% le 2e trimestre et 8% le 3e trimestre. Et là, on vient de le dire, 2%. Donc, c'est vraiment un atterrissage en douceur. On espérait vous confirmer que ce 4e trimestre serait moins impacté. Ça semble être le cas. C'est bien ce qu'on vous avait annoncé à notre dernière conférence de presse. Alors, les volumes. Eh bien, si on veut être optimiste, je pense qu'on a touché le fond. Nous espérons tous que nous avons touché le fond, que les prix vont évoluer peu, trimestre après trimestre. La fin de cette dégradation des volumes de vente fin 2024 n'empêche évidemment pas un recul annuel. Ça, la note est dégradée, 13%. Ce sont seulement 103 000 ventes qui ont été enregistrées dans le logement ancien en 2024. C'était 118 000 ventes en 2023. Donc ce chiffre de à peine 100 000 ventes en 2024, évidemment révélateur d'une activité très faible, même plus faible qu'au moment de la crise des subprimes. La baisse annuelle des prix, elle est modérée, moins 3,6% au 4e trimestre, et les prix ont peu évolué en 3 mois. Regardez, moins 1,5% du T3 au T4. Les pressions baissières sur ces prix, elles se sont atténuées tout au long de l'année 2024, en ligne avec les évolutions conjoncturelles du marché. Et ces tendances sont visibles sur l'ensemble des secteurs géographiques de l'Île-de-France. On le verra avec un peu plus de précision. Le repli de la demande et de l'activité pèse évidemment sur les prix qui sont orientés vers la baisse en un an. Mais encore une fois, le 4e trimestre va vous montrer qu'il n'est pas révélateur de l'année entière. Alors, qu'en est-il des appartements? Parlons des chiffres appartements anciens Île-de-France. Le recul annuel des prix des appartements est désormais limité à 3% au 4e trimestre. On l'a dit, la baisse annuelle était de 13%. Ce sont 75 000 ventes d'appartements enregistrées en 2024. L'activité est historiquement basse, aussi faible qu'en 2009. Les volumes de vente ont reculé de 13% en un an. Ils avaient reculé de 35% en 2 ans. On a donc constaté 8 trimestres d'activité baissière. C'est beaucoup, c'est trop. Les notaires du Grand Paris peuvent réaffirmer qu'il s'agit bien d'une crise longue qui, pour le moment, a cessé de s'approfondir. Voilà la petite éclaircie dans ce panorama. Et la baisse des prix, on l'a dit, elle s'est modérée. Elle est passée de 5,2% au 3e trimestre à 2,9% au 4e trimestre. Elle avait atteint 7,9% au premier trimestre 2024.
C'est donc que la baisse des volumes n'a qu'un impact limité sur l'évolution des prix. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un secteur sous tension. Si l'on retient l'indice de variation brute en 3 mois, le prix des ventes des appartements anciens en Île-de-France ne varierait que de 0,9% et les prix s'affichent à 6 090 € au 4e trimestre. Que peut-on dire de l'avenir ? En avril 2025, que va-t-il advenir ? Eh bien, d'après les indicateurs avancés sur les avant-contrats, les prix devraient peu évoluer, voire même avoir un légère hausse, mais vraiment, ça n'est pas suffisamment révélateur. Plus 0,7% en un an est attendu d'ici avril 2025, plus 0,9% en 3 mois pour l'ensemble des appartements anciens vendus en Île-de-France. Les prix stagneraient autour de 6 100 € par mètre carré. Évidemment, il serait souhaitable que la baisse des prix soit plus marquée. Elle est insuffisante pour redéployer un volume d'activité et, disons-le, la solvabilité des acquéreurs. Et on a vraiment l'impression, là, quand on voit le graphe, on s'installe sur un plateau. J'espère. Nous espérons tous. Avec des petits soubresauts, mais effectivement, il y a un plateau sur les prix. On espère. Les maisons. Pas de surprise, baisse de volume, baisse de prix, un petit peu plus. En 2024, ce sont seulement 28 000 ventes de maisons anciennes. L'activité est tombée au plus bas historique, bien en deçà de 2009. Le volume des ventes a chuté de 12% comparé à 2023 et de 39% par rapport à 2022. La baisse annuelle des prix est plus marquée pour les maisons, on est à moins 5%. Les appartements, je vous rappelle qu'on était à moins 2,9% au 4e trimestre 2024. Elle a ralenti, cette baisse de prix. Rappelons qu'au premier trimestre, on avait enregistré un 8,3% baissier. Au 2e trimestre, 8%. 5,4% de baisse au 3e trimestre et 5% au 4e trimestre 2024. Et à l'avenir, que peut-on dire pour cette maison francilienne ? D'après nos indicateurs avancés, donc d'après les chiffres recensés sur les avant-contrats, et je me permets de préciser, notariés ou pas, on a évidemment des prix des maisons qui sont en légère hausse, c'est-à-dire une stagnation, très légère hausse, plus 1,7% de janvier à avril, ce qui conduirait à une évolution annuelle légèrement positive de 1,2% d'avril 24 à avril 25. Les prix devraient continuer d'osciller autour de 330 000 €. Les prévisions font état d'une petite hausse de décembre 24 à avril 25. C'est une tendance inhabituelle. Alors encore une fois, ce 4e trimestre est plein de surprises. Inhabituelle parce qu'en général, on n'achète pas des maisons au mois de décembre en hiver. On attend plutôt le printemps. Mais curieusement, on a cette petite hausse avec un prix affiché à 332 400 €. Qu'en est-il du marché parisien et petite couronne, Olivier ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est ce que nous allons voir. On va regarder à Paris et en petite couronne. Alors, sur Paris, le volume des ventes. Eh bien, le volume de vente, il est historiquement bas. 25 000 ventes d'appartements en 2024. Il faut savoir qu'habituellement, sur les dernières années, on était sur 35 000 ventes. Donc, on voit une baisse assez forte. On constate une baisse de 10% par rapport à l'année passée. Cependant, par rapport à l'année 2022, on est à 30% de baisse en volume. Donc, il faut revenir à l'année 2009 pour constater si peu de ventes réalisées. Ça, c'est pour le volume de vente. Qui était une année de blocage, quand même, 2009. Exactement. Donc, on peut dire qu'on est dans l'histoire, puisque c'est un volume de vente historiquement bas. On espère qu'on est arrivé... J'espère bien qu'il c'est le dernier. Voilà. Bon, cependant, elle est moins prononcée en fin d'année, puisqu'on voit qu'au 4e trimestre, si on compare les trimestres, on a moins 5% simplement. Donc, on sent cet atterrissage. Ça, ce que tu disais sur l'Île-de-France se constate particulièrement sur Paris. Concernant les prix, vous êtes tous intéressés. Aujourd'hui, la baisse, elle commence à s'atténuer fortement. On est sur un prix au mètre carré toujours aux environs de 9 500 €. Je vous vois noter 9 500 €, ça y est. On pense qu'on est rentré au prix les plus bas. Voilà. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Voilà. On résiste plus sur Paris, du coup. On résiste un peu plus sur Paris, quand même. Au niveau du prix. Voilà.
Alors l'évolution des prix, notre petite projection, on va essayer de voir ce qu'on pense. Alors d'après nos indicateurs avancés, c'est-à-dire les avant-contrats, notaires ou pas notaires, faits par des notaires ou pas, eh bien les prix à Paris devraient augmenter, peut-être pas. En tous les cas, on passe de 9 500 à 9 550. C'est quand même une vraie projection. Donc on peut dire que c'est flat, parce que ça, on en parlera un peu au prochain trimestre, mais on verra si on a raison là-dessus. D'accord ? Donc atterrissage, petit rebond, technique ou pas, on en parlera la prochaine fois. Donc pour nous, les prix sont stabilisés. On est au plus bas. Voilà, ça on l'espère tous. Et surtout au plus bas des volumes. Ça, alors sur les volumes, ça c'est certain. Les volumes, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, ça c'est très important de l'avoir en tête. Les volumes, 25 000 ventes au lieu de 35 000 d'habitude. Ouais. Bon, après, il va y avoir des déménagements, obligatoirement, mais on verra le printemps. Et on se pose toujours la question de cette influence des volumes sur les prix. Et là, c'est vraiment l'incertitude aujourd'hui, parce que d'habitude, c'est volumes qui ont une incidence sur les prix, mais là, on constate, en fonction des secteurs, c'est pas toujours cette loi d'airain. Non. Alors, sur les prix, il faut savoir qu'on revient à peu près au prix de l'année 2018. Oui. Voilà. Avant Covid. 2009 pour les volumes, 2018 pour les prix. Ça veut dire que ceux qui ont acheté depuis 2018, ils vendent à perte. Assurément. Ce sera l'objet de notre focus tout à l'heure. Ok. Passons au prix concernant les arrondissements. Maintenant. Alors les arrondissements, des petites informations. Malheureusement, le 9e arrondissement passe sous la barre des 10 000 euros. Le 10e arrondissement va rejoindre 7 autres arrondissements et se placer en dessous des 9 000 euros. Donc, une baisse, voilà, ça rejoint un large croissant, là, qu'on voit un petit peu, là, vous voyez ce croissant qui part de l'Est, voilà, qui part du 18e et qui revient jusqu'au 15e, là, voilà. Bon, baisse constatée, une tendance à la baisse annuelle aussi partout, ou presque. À l'exception du 13e et du 8e, mais on va dire que c'est des micro-marchés, peut-être pas le 13e, parce que le 13e avait fortement baissé, donc il rattrape un petit peu la chose, mais voilà. Et la baisse la plus importante, elle est sur Paris-Centre, moins 10% quand même. C'est pas neutre. Et notre très cher 6e reste cher quand même, mais il est là, à 13 500 euros du mètre, 13 460 euros. Par contre, un écart assez important, puisque le 19e reste l'arrondissement le plus abordable, à 7 590 euros. Paris-Centre, 11 300 euros. Alors, l'évolution des prix. On va constater une baisse annuelle des prix dans presque tous les arrondissements au 4e trimestre, mais elle est beaucoup plus significative dans Paris-Centre. Paris-Centre, ça, on voit bien que... Alors, Paris-Centre, je rappelle, 1, 2, 3, 4 arrondissements. Des petits commentaires là-dessus. C'est quand même pas l'annonce du quartier piéton. Je sais pas. Oubliez la voiture dans Paris-Centre, assurément, par contre. Ça, c'est certain. Allez, passons à la Petite Couronne. Alors, dans Petite Couronne, en termes de volume de vente des appartements anciens et des maisons. Alors, regardons tout d'abord l'ensemble de l'année. On constate un recul de 15% du nombre des ventes en un an et 37% sur 2 ans. C'est beaucoup, 37%. On se rapproche des 40%. Et c'est plus accentué en Seine-Saint-Denis. Donc, moins de volume de vente en Seine-Saint-Denis. Donc, le marché continue son fort repli, plus en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. Et la baisse des volumes est plus forte qu'à Paris. On compare par rapport aux 10%, on n'est pas sur la même chose. D'un autre côté, pendant la période Covid, je pense que pas mal de personnes ont sollicité la Petite Couronne et la Grande Couronne pour avoir un petit peu de verdure, un rez-de-chaussée, une terrasse, peut-être avec des prix plus abordables que sur Paris. Je pense que c'est une incidence très certainement sur les maisons, et on va le voir un peu. C'est-à-dire que quand on est dans une maison, on l'a acheté après le Covid, maintenant on y est, on n'en bouge pas beaucoup. C'est certain. Et en fait, depuis quelques années, il y avait pas mal de secteurs qui étaient des marchés de report.
Et quand les gens se disaient « non, là, je ne peux plus rester là parce que c'est vraiment trop cher, les prix montent », ils s'éloignaient du centre, ils allaient même ils allaient en banlieue, Grande Couronne et autres. Aujourd'hui, comme les prix ont baissé, il n'y a plus forcément de marché de report. Et donc les gens continuent, si jamais ils achètent et ils vendent, ils restent sur place. Ils ne s'en vont pas. Et puis s'ils ont acheté juste après le Covid, ils ont acheté avec des taux d'intérêt qui sont bas, donc ils ne sont pas prêts de bouger. Parce que s'ils doivent bouger aujourd'hui, qu'ils doivent réemprunter, eh bien ils vont acheter... C'est plus cher. C'est plus cher. Donc il y a peut-être un effet ciseau qui fait que... Une fois qu'on a acheté sa maison, on y est bien. D'autant plus que quand ils ont acheté période Covid avec des taux bas, c'était sur des durées très longues. 25 ans, donc c'est pas sûr que l'amortissement ait été bien obéré, quoi. Il est clair que la durée de rotation de l'immobilier va ralentir, hein, c'est sûr, avec des taux, avec les taux qu'il y a eu. Oui. Absolument. Donc une situation 4e trimestre qui est encore difficile, comme vous pouvez le constater, même si ça se ralentit un petit peu. Encore une fois, un atterrissage en douceur sur le 4e trimestre. Donc, des chiffres qui, sur une année, paraissent encore un peu violents, mais sur le dernier trimestre. Et pour les habitués, nous avons fait exception cette année, puisque vous voyez, sur cette conférence de presse, vous avez 2 graphes. Habituellement, vous avez l'annuel. Et là, on s'est permis de faire 2 graphes, l'annuel et le 4e trimestre, parce qu'il y a vraiment une tendance qui n'est pas du tout la même, et avec des variations tout à fait différentes. Si on reste sur les chiffres de l'année, ça peut être anxiogène. Si on reste sur les chiffres du 4e trimestre... On voit du plus 9% Hauts-de-Seine. Il y a un petit peu d'optimisme. Un petit peu d'optimisme, exactement. Petit peu d'optimisme. Allez, les maisons en petite couronne. Alors, les maisons en petite couronne, une baisse de l'activité de 12% entre 2023 et 2024 et 43% en 2 ans. 43% en 2 ans. Voilà. 2024, on vend environ 6500 maisons anciennes. D'habitude, on en vendait 12 000. Donc, notre petit discours sur la vente de la maison, il est vraiment constaté. Hein. On y est bien. On a une maison, on y est bien. Donc, à part les successions, où là... les ventes contraintes. Les ventes contraintes, quand on est dans une maison, on y reste et on y reste assez longtemps. Et on ne veut pas constater sa perte. C'est ça surtout, c'est que les maisons en petite couronne avaient tellement monté en post-Covid que aujourd'hui, les gens qui ont acheté, il n'est pas question de revendre, quoi. Exactement. S'ils peuvent tenir, ils tiennent. Donc, petite reprise d'activité, comme tu le disais, notamment grâce aux Hauts-de-Seine qui prennent 9%. Bon. L'évolution des prix des appartements. Alors, d'après ce qu'on pense, ça se ralentit encore. 4e trimestre, moins 3,2%, et ça de manière à peu près homogène. Et d'après nos promesses de vente et celles qui sont en sous-sein privé, les prix devraient se stabiliser et revenir à des niveaux de ceux d'il y a 1 an. Les prix à un niveau de l'année passée à peu près. On le voit bien sur le graphe. Il y a vraiment là un plateau qui s'installe. Oui, alors tout dépendra un peu de ce qui va se passer à partir au prochain trimestre. Donc là, on est dans l'hiver, c'est certain. Parce qu'on sort de l'hiver. Normalement, au mois de février, on sort de l'hiver. Maintenant, on verra pour le printemps. Et l'année immobilière se fait au printemps. Donc, exactement. Et oui, la meilleure preuve en est, quand vous regardez le graphe, évidemment, il y a toujours un pic au mois de juin, une petite hausse des... Et là, curieusement, le pic semble s'amorcer dès le mois d'avril. Semblerait s'amorcer dès le mois d'avril. Très bien. Les prix des appartements par commune. Alors, là, c'est assez simple. Parmi les communes, vous voyez, le blanc, c'est quand on n'a pas suffisamment d'éléments. Donc, on ne vous donne pas quand il y a du blanc, c'est quand il n'y a pas suffisamment d'éléments communiqués. Bon, celles qui sont représentées, là, toutes les communes baissent. Il n'y a qu'une augmentation. Vous la voyez, c'est Montreuil. C'est pas grand-chose. Puisqu'en réalité, c'est plus 0,6. Donc, on peut dire que c'est stable. Ouais. C'est un peu une exception. Donc, tout baisse. C'est cohérent. Voilà, il n'y a pas de choses particulièrement étonnantes et avec une petite variation, mais voilà. Donc,
Ça dépend de... On a un moyen de savoir si justement l'impact des gares, je pensais notamment au rallongement de la ligne du métro, la fameuse ligne 14, si ça a un impact, et on a des moyens, nous, des outils pour pouvoir vérifier ça? Tu as raison de le rappeler, c'est une bonne question. Et cette question-là, on peut y répondre en allant sur le site de la Chambre des notaires. D'accord. Puisqu'il y a une carte des prix, et vous verrez, vous pourrez étudier un peu tout ça. Je vous encourage à aller dessus et à surfer sur cette carte pour vérifier. Et il y a des études qui sont faites avec les prix, les communes et tout ça. Et à proximité des gares. À proximité des gares. Oui. Donc, dès que vous sortez de cette conférence de presse, allez sur la Chambre, sur les sites, et on sera attentif à ce que... L'influence du Grand Paris. Exactement. Ouais. Très bien. Allez, les prix sur les maisons. Alors, au 4e trimestre, la baisse annuelle des prix, elle se situe entre 5 et 8% selon les départements. Une petite différence, une baisse marquée au 4e trimestre quand même, 6%, 6,4%. Et on considère qu'a priori, ça devrait se stabiliser quand même. On pense qu'en avril, avec nos promesses, on devrait voir des ventes qui se stabilisent. Voilà. Enfin, les commentaires sur les prix des maisons commune par commune. Une belle carte, beaucoup de blanc quand même. Mais cette carte, ça nous permet de constater que le prix des maisons baisse, à l'exception de 2 communes qui sont à l'extrême de la carte. Clamart et Tremblay-en-France, de manière très contrastée. Donc ça dépend aussi du nombre de ventes. On l'a dit, il y a quand même 2 fois moins de ventes que d'habitude. Oui, 6 000. 6 000, c'est quand même pas grand-chose. Non. Voilà. Donc... c'est le grand écart, là, quand même. La maison, prix maison par commune en Ile-de-France, en petite couronne, c'est le grand écart. Moins 21,9% à Fontenay, plus 4,1% à Clamart, c'est le grand écart. Exactement. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le volume, la baisse des volumes, elle est là. On espère qu'on est au plus bas, on pense qu'on est au plus bas sur les baisses de volume. Tout dépend de ce qu'on nous annonce aussi, un petit peu, politiquement. Et sur les prix, là, par contre, petit rebond technique. La question, c'est de savoir que, voilà, je crois que là, c'est certain, ça ne baissera plus maintenant, et tout est une question de volume. Merci, Olivier. Alors, vous l'aurez remarqué, je ne m'appelle pas Guénaëlle Chalut-Natal, qui est souffrant et à qui on adresse tous nos voeux de prompt rétablissement. Du coup, je m'initie sur les chiffres grande couronne qui vont dans la mouvance de ce qu'on vient de dire. Il y a évidemment pas de grandes fractures entre petite couronne, grande couronne. Il y a juste Paris, on l'avait dit, qui au niveau des prix résistait un petit peu, davantage. Mais il y a quand même des similitudes entre la grande couronne et la petite couronne, et notamment sur les maisons, on ne va pas se mentir. Alors, et sur les volumes, c'est exactement les mêmes chiffres. Exactement les mêmes chiffres. Ce qui est quand même assez rare. Ouais, et c'est vraiment très cohérent, très cohérent et homogène. D'habitude, la grande couronne, elle agit un peu comme la province. Oui. Et là, il y a vraiment une similitude, une homogénéité entre petite et grande couronne. C'est un peu ce qu'on peut constater. Alors, en ce qui concerne les volumes de vente en grande couronne pour les appartements, même remarque que ce qu'a dit Olivier, on s'est permis de faire deux tableaux, l'un qui concerne le bilan annuel, l'autre trimestriel, parce qu'on constate, ce que je vous ai dit en introduction, que l'annuel est très cohérent, le trimestriel beaucoup moins. Donc précisons tout d'abord que le marché de l'immobilier de grande couronne, appartements et maisons confondus, représente 42% de l'ensemble des ventes des logements anciens sur l'ensemble de l'Île-de-France 2024. On a un volume de transactions de 43 000. En 2023, il était de 50 000. Alors qu'en 2022, ce chiffre était de 69 000 ventes enregistrées. Sur le graphe de gauche, donc l'année, le bilan annuel, au cours de l'année 2024, le volume des ventes d'appartements et de maisons grande couronne ont connu la même tendance. 15% de baisse entre 2023 et 2024 pour les appartements comme en petite couronne, c'est ce que disait Thierry, exactement le même chiffre. La baisse des volumes est homogène pour les appartements, elle va de moins 13 à moins 17% sur l'ensemble des départements. Sur 2 ans, la baisse atteint 38%. Sur le tableau de droite, donc le bilan trimestriel,
À la lecture de ce graphique, on peut constater que sur l'ensemble de la grande couronne et à la différence des ventes d'appartements en petite couronne, les volumes laissent apparaître une vraie stabilité au 4e trimestre 2024. Cela représente 5 340 ventes au total. En regardant de près, vous allez pouvoir constater que les évolutions sont différentes d'un département à l'autre. 2 départements connaissent des hausses de volume, les Yvelines, plus 6%, le Val d'Oise, plus 2%, alors qu'à l'inverse, les 2 autres départements qui connaissent des baisses enregistrent un 5% de baisse en Essonne, 6% en Seine-et-Marne. Qu'en est-il des volumes de vente en grande couronne pour les maisons ? Alors, même comparaison sur l'année. Concernant le marché des maisons, on constate une baisse de 12% de 2023 à 2024. Là aussi, ce sont les mêmes chiffres qu'en petite couronne. La baisse des volumes est un peu moins homogène puisqu'elle va de moins 7% dans l'Essonne à 15% de baisse dans le Val d'Oise. Sur 2 ans, la baisse des volumes pour les maisons atteint 37%. Qu'en est-il du 4e trimestre, donc le graphique de droite ? Comme pour la petite couronne, le nombre des ventes des maisons anciennes en grande couronne reprend un peu de couleur en ce 4e trimestre. Sur l'ensemble des départements, la hausse des volumes atteint 3% sur un an. Elle est, rappelons-le, de 1% sur la petite couronne. Et comme pour les ventes de maisons en petite couronne et celles des appartements en grande couronne, les évolutions sont différentes. Les départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne connaissent des hausses de volume de 3 à 11%, alors que dans le Val d'Oise, on a une baisse de 7% au 4e trimestre 2024 en comparaison au 4e trimestre 2023. Et les prix ? Alors les prix des appartements en grande couronne ont continué de baisser en ce 4e trimestre, alors que nous annoncions l'an dernier une baisse sur un an de 6,2% au 4e trimestre 23, la baisse annuelle est limitée à 1,8% sur ce 4e trimestre 2024. C'est une baisse relativement homogène entre les départements, 1,8% en Essonne et dans le Val d'Oise, 2% dans les Yvelines, 1,2% en Seine-et-Marne, vraiment c'est touche-touche. Si l'on tient compte des variations saisonnières, là, les chiffres démontrent une grande stabilité des prix, 0%, on ne peut pas faire mieux, de variation sur 3 mois. Les prix des appartements anciens en grande couronne connaissent eux aussi une baisse moins importante que ceux de la petite couronne. En petite couronne, les prix des appartements anciens baissaient, vous l'avez vu, de 3,2%. En grande couronne, 1,8% est enregistré. Le prix de l'appartement grande couronne s'établit à 3 190 € le mètre carré. Il varie de 4 010 € dans les Yvelines, toujours le département le plus cher, à 2 800 € en Seine-et-Marne. Et le classement entre les départements demeure toujours le même. D'après nos indicateurs avancés, donc d'après les avant-contrats, les prix des appartements anciens connaîtraient de janvier à avril 2025 une légère hausse, même tendance, 1,3% sur l'ensemble de la grande couronne, contre une stagnation, 0,2% sur les mêmes biens en petite couronne. Ça signifie donc que ce type de bien a toujours la cote et certainement que les prix de ce type de bien en grande couronne sont toujours les moins chers de l'Île-de-France, ce qui permet évidemment un marché de report, mais pas que, on l'a dit, un maintien entre guillemets dans les lieux. Sur un an, l'ensemble des départements de la grande couronne connaîtraient des variations à la hausse. Hausse la plus importante en Seine-et-Marne, plus 2,3%. Les prix des appartements anciens en grande couronne s'établiraient à 3 220 € le mètre carré en avril 25 contre 3 190 € le mètre carré au 4e trimestre 2024. Et lorsqu'on regarde la sélection des communes en grande couronne, que vous voyez ici, on a un petit panachage qui est un peu plus important avec plus de hausse de prix que nos dernières présentations. On peut citer une baisse annuelle des prix standardisés de 4,4% à Corbeil-Essonnes et même de 6,2% à Argenteuil contre une hausse de 5,1% à Rambouillet. Le prix des maisons en grande couronne. On l'a vu, le marché des maisons anciennes grande couronne a plutôt résisté en ce 4e trimestre 2024 et les prix pour ces biens ont poursuivi leur baisse, même si celle-ci est moins importante qu'au cours de la même période il y a un an. Alors c'est une baisse très homogène pour les 4 départements puisqu'il va de 3,6% dans le Val d'Oise, 4% en Seine-et-Marne, à 4,7% dans les Yvelines. C'est donc le produit phare. La baisse est de 4,3% sur l'ensemble de la grande couronne. Contrairement à l'année dernière, la baisse des prix pour ce type de bien est moins importante que celle que connaissent les maisons en petite couronne, 4,3% contre 6,4% de baisse. C'est dans le Val d'Oise, avec un moins 3,6%, suivi de la Seine-et-Marne, moins 4%, que le prix
des maisons anciennes baisse le moins en un an, alors que la baisse atteint 4,5% en Essonne et 4,7% dans les Yvelines. Le prix d'une maison ancienne en grande couronne s'établirait en avril prochain à 300 600 € au ce 4e trimestre contre 314 000 € il y a un an. Et si l'on compare les chiffres sur 3 mois, on peut constater que la baisse est de 2,2% sur l'ensemble des départements. Si l'on tient compte des variations saisonnières, alors encore une fois, au mois de décembre, normalement, ce n'est pas le moment phare où on achète une maison, la baisse des prix est encore moins importante puisqu'elle s'établit à 1%. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grosse hausse sur l'ensemble des départements de la Grande Couronne. Et si l'on regarde les prévisions à avril 2025, donc le printemps prochain, les prix de maisons devraient repartir légèrement à la hausse. Hausse de 2% sur l'ensemble des 4 départements, et c'est dans les Yvelines, où la hausse est, où que la baisse a été la plus importante, au 4e trimestre, 4,7%. Et c'est dans ce département que la hausse devrait être la plus prononcée en avril 2025, soit plus 2,7%. Ce graphique reflète ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a une homogénéité sur l'année. Et en revanche, dès qu'on regarde le 4e trimestre, là, ça change un peu. Mais surtout que la baisse des prix des maisons est plus conséquente annuellement que pour les départements, mais qu'elle semble s'estomper, voire même un tout petit peu être haussière sur ce 4e trimestre et surtout aux projections avril 2025. Oui, c'est là où quand on vous parlait de l'influence des volumes sur les prix, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant là, c'est de voir que les volumes ont repris sur les maisons au trimestre, pas à l'année. Non. Eh bien, ça s'est immédiatement, tellement le marché est tendu, ça s'est immédiatement, alors que d'habitude, il y a toujours un trimestre de retard, traduit par une augmentation. Tout de suite. On sent que le marché frétille, il est nerveux, vraiment nerveux. Parce c'est-à-dire qu'on est tellement bas que dès que ça reprend un petit peu en volume, tout de suite, les prix remontent. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur les autres secteurs? C'est la grosse question, ça. En tout cas, la maison, ça c'est sûr, elle a toujours le vent en poupe, elle a toujours un succès qui ne s'estompe pas. Quand on voit d'ailleurs dans les prix communes des maisons anciennes, on a dit que les prix étaient plutôt stables. On voit des prix progresser sur Saint-Fargeau, 3,2%, et Houille, 4,3%, qui sont parmi les communes les plus abordables. Donc l'année 2024 pour la Grande Couronne, elle s'achève donc sur une tendance comme la Petite Couronne, comme Paris, comme l'ensemble de l'Île-de-France, à une stabilisation des volumes de vente, ce qu'on espère tous, on vous l'a dit, on espère avoir touché le fond. Est-ce que ce seraient les prémices d'une reprise de marché et d'une hausse de prix ? Nous ne savons pas. Est-ce que ce sont de simples soubresauts ? Malheureusement, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de vous affirmer une tendance certaine sur le premier point ou le deuxième, l'option 1 ou 2. En tout cas, une poursuite de la baisse des taux d'intérêt pourrait inévitablement favoriser ce mouvement, malgré l'instabilité des dernières semaines. Et à défaut, il n'est pas certain que les premiers frémissements soient concernés. Si on a tout de suite une hausse des taux d'intérêt, il est évident que ça ne va pas aider le marché francilien. Passé l'étude de ces chiffres sur le marché immobilier, on a décidé de s'orienter sur 2 focus. Le premier, vous en avez l'habitude, c'est sur la solvabilité des acquéreurs, qui est sans surprise, et le deuxième focus sur la plus-value. Thierry en a dit 2 mots. Sur 10 ans, sur 5 ans, on va voir un peu l'évolution suivant le zonage, suivant la zone géographique dans laquelle se trouve le bien. Alors tout d'abord, le focus sur la solvabilité des acquéreurs. Eh bien, après une phase de durcissement, l'accès au crédit semble s'être fluidifié. Ça, nous, notaires, on l'a vu, on en est très heureux. Les banquiers étudient les dossiers. Je me souviens, il y a un peu plus d'1 an, où je vous disais, mais quelquefois, les acquéreurs n'osaient même pas pousser la porte de la banque en disant de toute façon ça sert à rien, mon dossier sera pas instruit, je vais avoir un refus de crédit, etc. Là vraiment ça joue le jeu, ça fonctionne. Nous constatons peu de refus de crédit, moins de refus de crédit, donc ils sont vraiment sérieusement étudiés et ça suit. Donc le marché semble se plus fluidifier, en tout cas le marché bancaire, et il est évident que la baisse des taux des crédits à l'habitat est plus marquée. Je pense que vous l'avez tous constaté, les chiffres sont là. Évidemment que l'ampleur du choc des taux, quand on passe de 0,90% à 3,30 dans les meilleurs moments,
La baisse des prix, qui semble pas vraiment être d'actualité si vous avez bien écouté la leçon juste avant, fait que le mouvement d'amélioration de la solvabilité est à la fois progressif, soyons optimistes, mais partiel. La mensualité avait atteint un pic à l'été 2023 qui faisait reculer de 9,2% pour les appartements et de 9,3% pour les maisons en avril 2025. Cette mensualité, elle a augmenté, certes, de janvier 2022 à avril 2025 de 8,3%. Donc c'est un petit peu mieux pour les appartements. Et cette augmentation entre janvier 2022 et avril 2025 serait de 11,3% pour les maisons. Alors ça permettrait de regagner presque la moitié de la surface. On va être encore plus optimiste si on ne se fie pas sur la mensualité mais sur la surface. Surface qu'on avait perdue depuis janvier 2022. Donc pour les maisons, on avait perdu 18,8 mètres carrés de janvier 22 à septembre de 23. Vous voyez, je parle à voix basse tellement c'est dur. Et on a gagné 8,4 mètres carrés en avril 2025. Pour les appartements, on avait perdu 10,5 mètres carrés entre janvier 22 et août 23. On en regagne 5,5 mètres carrés en avril 2025. Donc, si le volume des crédits nouveaux à l'habitat a fortement chuté depuis 2 ans, la capacité de financement, évidemment, s'en ressent. Et c'est une conséquence logique d'une solvabilité de l'emprunteur qui est en baisse. Mais, reconnaissons encore une fois que l'ouverture des dossiers est facilitée. Les garanties sont moins importantes que ce qu'on a pu voir auparavant. On voit ressurgir ce qu'on ne voyait plus du tout, les fameux prêts relais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que nous qui y croyons, les banquiers aussi croient à la vente du bien immobilier, sinon ils ne financeraient pas un prêt relais. Dépourvu de garantie hypothécaire ou de moins en moins garantie hypothécairement, donc ça coûte moins cher évidemment. Et puis petit coup de pouce, ou maigre coup de pouce, mais quand même en faveur du primo-accédant. On l'a dit dans le neuf, il y a une petite aide, puisqu'on vous avait dit sur les conférences précédentes que le banquier réclame quand même un apport assez conséquent. Et bien cet apport, on avait dit qu'on le constatait lors des donations intrafamiliales, disons-le très clairement. Elle est maintenant légalisée, notamment dans le neuf, avec ce fameux abattement de 100 000 euros par bénéficiaire, plafonné à 300 000 euros, dans le neuf, dans la rénovation ou dans la construction neuve. Alors, c'est sûr que ce dispositif va avoir une petite influence et peut-être également que la solvabilité de l'acquéreur va être impactée par la hausse des droits de mutation, 0,5% sur un département, ce n'est pas négligeable. La baisse des prix empêche-t-elle de faire une plus-value immobilière sur la région Île-de-France? Sur 10 ans, la réponse est non, elle n'empêche pas. Sur 5 ans, nous sommes plus mitigés. Si trimestre après trimestre, depuis juillet 2022, qui était le pic fort, nous avons annoncé des baisses de prix des logements anciens en Île-de-France, la question se pose de savoir si on peut constater une plus-value. Oui, si oui, dans quel délai et dans quelle proportion? Alors, on a fait une analyse par zone géographique, c'est l'objet du premier graphe. Il est certain que quel que soit le secteur géographique, on peut constater une plus-value sur 10 ans. Ça, c'est sûr. En tout cas, en Île-de-France. Vous voyez sur ce graphe qu'on s'est référencé à une base de 100 au 3e trimestre 2014 pour regarder les indices de prix. Et qu'est-ce que l'on constate? Que la plus grosse augmentation des prix est à Paris, plus 17,6% en 10 ans, alors même que le prix baissait de 5,6% en 5 ans. C'est bien ce que vous a dit Olivier, Paris résiste à la baisse des prix. En tout cas, sur 10 ans, il y a une plus-value. En petite couronne, si on traite de l'appartement ancien, on connaît une hausse des prix de 13,5% en 10 ans. Sur 5 ans, elle était de 0,3%. En grande couronne, toujours pour les appartements, toujours un prix à la hausse sur 10 ans de 6,7%, sur 5 ans, 5,5%. Qu'en est-il de la maison en Île-de-France, donc hors Paris forcément? Son succès en 10 ans a porté les prix à plus 11,8%. Sur 5 ans, il était de 5,9%. En fait, la plus-value parisienne, pourquoi elle est plus forte? C'est parce que ça a beaucoup monté, parce que ça a baissé à peu près partout de la même manière, petite et grande couronne. Par contre, à Paris, ça a vraiment beaucoup plus monté qu'en petite et en grande couronne. Mais tu as entièrement raison. C'est ce que, d'ailleurs, on s'est attaché à regarder plus précisément sur Paris ce qui s'était passé. Et c'est exactement ça. Il y a des quartiers, vous allez le voir notamment sur la cartographie de droite, qui ont eu le vent en poupe, qui ont été à la mode, qui ont donc pris de grosses plus-values, en tout cas un indice de prix haussier important
sur 5 ans, mais qui a aussi fortement baissé sur ces dernières années. Donc, ce que l'on peut affirmer à la lecture de ces 2 cartographies, déjà, c'est que les arrondissements parisiens enregistrent en effet tous une plus-value sur 10 ans, mais on a des disparités dans la capitale qui sont très marquées. Et ça, Olivier l'avait dit déjà sur le bilan annuel et trimestriel, on a des écarts de tendance entre, par exemple, le 19e et le 6e arrondissement. Les arrondissements les plus chers majorent le plus en 10 ans. C'est le 6, 7 et 8e arrondissement qui constatent des plus-values sur 10 ans de plus de 120 000 euros. Et ce sont d'ailleurs les seuls qui ont enregistré des plus-values sur 5 ans. Regardez bien la carte de droite, il n'y en a que 3 qui sont en bleu. C'est 6, 7, 8. Oui, parce qu'ils ont beaucoup moins baissé. Moins baissé. Moins baissé. Et contrairement aux idées reçues, parce que souvent nos clients nous disent « Ah, mais les petites surfaces augmentent plus vite, on a plus de chances de se faire de plus-value ». Non. On le dit à chaque fois, à chaque conférence de presse. Plus les appartements sont grands, et puis en général, vous faites une plus-value plus importante. C'est normal, puisqu'elle est au mètre carré. Oui, puis c'est des arrondissements quand même où l'immobilier est de meilleure facture. Ça compte, hein. Et oui, non, mais c'est certain. À l'inverse, si l'on regarde le 12e, 14e et 15e arrondissement, on enregistre les plus faibles plus-values sur 10 ans, moins de 40 000 euros de plus-value. Ce sont également ces 3 arrondissements qui ont connu les moins-values les plus sévères sur 5 ans, entre 40 000 et 50 000 euros de moins-value. Vous voyez, plus 40 000 sur 10 ans, moins 40, moins 50 sur 5 ans. Voilà pour ce qu'on avait à vous dire sur les plus-values immobilières. Donc, le bilan des cours, c'est que le marché immobilier reste quand même un investissement sérieux. La pierre coffre-fort, comme dirait mon voisin, est toujours d'actualité. Le francilien y croit, ça, nous en sommes convaincus. Que peut-on dire de façon plus générale sur cette conférence de presse et sur le bilan annuel et trimestriel ? Que la tendance annuelle n'est pas révélatrice des derniers mois de l'année. Encore une fois, la tendance annuelle est très homogène, le 4e trimestre l'est beaucoup moins. On a noté une forte baisse des volumes qui n'a pas impacté d'autant celle des prix sur la région Île-de-France. On a certainement un secteur sous tension, avec évidemment peu de constructions neuves, un parc francilien qui est limité, des taux de rotation, tu l'as dit d'ailleurs, de plus en plus réduits. Et il est certain que la baisse des volumes ne peut pas générer un effondrement des prix. Il ne faut pas aller se compter. En tout cas, l'acquéreur n'attendait pas un effondrement des prix, il n'arrivera pas. Comme attendu, le mouvement de baisse des volumes de vente s'est prolongé à un rythme atténué au 4e trimestre. Donc on espère tous autour de cette table on est arrivé au niveau les plus bas et que l'on tend vers une stabilisation de l'activité, ce qui semblerait se confirmer sur les indicateurs évidemment prévisionnels pour avril 2025. Le contexte politique semble toujours interférer sur le choix décisif du francilien qui hésite, qui, selon les dispositions légales ou réglementaires, agit ou n'agit pas. Rappelons l'interdiction de louer en catégorie G qui influe évidemment sur le volume des transactions et évidemment sur les tensions qu'on peut constater pendant les rendez-vous parce que c'est souvent un primo-accédant ou un second-accédant qui va se profiler sur une acquisition notée G. Depuis le 1er janvier 2025, évidemment, ce marché est plus limité. La dissolution de l'Assemblée nationale, on l'a dit, contrairement à ce que certains peuvent croire, nous, on est convaincus que ça a un impact sur le moral et que l'augmentation des droits de mutation n'est pas forcément une annonce, un appel très positif pour un marché immobilier qui est un peu en difficulté pour être poli. L'aide à l'acquisition dans le neuf, on l'a dit, est évidemment favorable. Est-ce qu'elle est suffisante ? Ça, nous ne le savons pas. On a quand même l'impression que cet acquéreur francilien, il agit au coup par coup et surtout en fonction de la tendance, encore une fois, législative, réglementaire. Donc, ce sont ces graphiques qu'on vous a présentés qui nous permettent de visualiser quelques plateaux, mais pas de profondeur, surtout des pics expliqués, on vient de le dire, a posteriori. On n'est pas en mesure de donner, encore une fois, une certitude sur ce plateau à venir. Parmi les hésitations des acquéreurs, nous, on le voit en pratique, on permet de vous faire part de notre ressenti. On a une peur
une peur récurrente sur la solvabilité. Est-ce qu'elle sera suffisante, insuffisante? Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer de baisser? Est-ce que j'y vais? Est-ce qu'ils vont augmenter? Du coup, au moment où je vais m'engager, est-ce qu'ils ne vont pas augmenter dans le trimestre et donc je vais me retrouver coincée? Le contexte économique qui, évidemment, ne favorise pas nos acquéreurs à acheter. Et on a pu le constater, moi, je tiens à vous le dire, dans le cadre d'une succession, où tous les indicateurs étaient au vert pour que au moins des indivisaires rachètent, et notamment avant le 1er avril, sans vouloir être désagréable, avant le 1er avril. Et on a préféré me dire non. Non, parce que j'ai peur, je suis une profession commerçante, je ne sais pas de quoi l'avenir soit fait, j'ai peur des dispositions et notamment du contexte économique et j'ai très peur de l'augmentation des taux d'intérêt. Est-ce que je vais réussir à rembourser mon crédit? Donc, du coup, ça va alimenter quand même le marché puisqu'ils vont vendre. Ah, ils vont vendre. Ça, les ventes contraintes, on en a. Le 1er avril n'a rien à voir avec le poisson du 1er avril, mais c'est l'augmentation des droits départementaux. Oui. Départementaux, oui. Départementaux, donc encore une fois, ça dépend du département, hein, c'est pas national. Hein, les frais de notaire, c'est un peu différent. Merci de le souligner. Et dans ton exemple, tu me citais, il y avait quand même 3 enfants, et les 3 enfants qui avaient des professions différentes, il n'y en a aucun qui a une confiance dans l'avenir, ce qui était quand même un peu dingue. Hein. Artisans, commerçants, profession libérale, les 3, on dit on n'y va pas, on a peur. Ça, j'ai trouvé que c'est embêtant pour l'immobilier, parce que c'est quand même le moteur du marché immobilier, c'est la confiance dans l'avenir. Hein. Et puis le second accédant, son auto-accédant, c'est là en l'occurrence dans notre exemple, puisque tu disais aussi pour les maisons, hein, il a peu de raisons de vouloir changer. Il attend, il hésite. On l'a dit, il y a évidemment la solvabilité, mais il n'y a pas que ça. Il y a un confort, il y a des habitudes qui ont été prises. On s'était dit, peut-être qu'il y aura un effet post-Covid et que la proximité du lieu de travail fera qu'on reviendra sur Paris ou en région plus proche. Non, visiblement, moi, je n'ai pas vu d'effet boomerang dans ma clientèle. On y est bien. Et puis, comme tu l'as dit, à partir du moment où on s'est engagé sur 20 ans ou 25 ans à des taux d'intérêt faibles, qu'est-ce qui motiverait un second accédant de vendre pour acheter plus petit, plus cher, un taux d'intérêt plus élevé? Néanmoins, ce 4e trimestre semble quand même être plus calme. Il nous encourage à avoir une lueur d'espoir. Sur les volumes, on vous l'a dit, on a quand même l'impression que ça ne va pas perdurer de façon plus grave ou plus imprégnante. Et sur les prix, vous le voyez, comme on est résistant et sous un marché sous tension, cet atterrissage en douceur de volume semble présager que les prix ne vont pas baisser. Donc si l'acquéreur attend une chute des prix, un effondrement du marché, ça n'est pas dans les prévisionnels. Et soit dit en passant, ça fait plusieurs conférences de presse que nous le disons. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et les chiffres te donnent raison, puisque ça commence un petit peu à monter. Et c'est vrai que c'est une crainte qu'on a aussi. Hein, c'est que le marché est tellement au plancher que si ça frétille, ça peut entraîner une augmentation assez rapide des prix. C'est vrai. C'est un peu le risque. Donc, où est l'équilibre du marché immobilier en tout cas, en termes de nombre de transactions, on se pose toujours la question. Oui. Au niveau national, là, on est à 800 000. Est-ce que c'est 1 million? Et au niveau francilien, est-ce que... 100 000, c'est clair que c'est le bas du bas. Est-ce que 150 000 serait le... Absolument. En conclusion, est-ce que ce calme préfigure d'un marché qui va désormais être... comme ça, en douceur, disons-le. Retrouver un équilibre, mais ça va mettre du temps, je crois. Ou est-ce que, il est oscillant? Notre prochaine conférence de presse aura lieu le 25 mai. On sera peut-être plus à même de vous dire que ce plateau perdure, ou au contraire, il y a une hausse, une baisse. Mais attention, parce qu'on est sur le marché francilien, et encore une fois, l'augmentation des droits de mutation, en tout cas départementaux, de 0,5%, va forcément avoir un impact. Quelque chose me dit que nous allons être sollicités avant le 1er avril pour régulariser des ventes et éviter ces 0,5%. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Bonjour. Oui. Parce qu'en fait, quand on regarde la loi de finances, il y a plusieurs périodes de délibération. Et d'ailleurs, pardon, merci beaucoup. Et étrangement, je crois que c'est entre décembre 2026 et avril 2027, où il y a une incertitude sur la date. Est-ce que vous pourriez préciser un peu
comment ça va se passer? Enfin, quelles sont les différentes périodes pour augmenter les DMTO, enfin la taxe départementale? Et une demande de précision aussi justement sur les primo-accédants, parce qu'on a entendu dire qu'ils étaient exonérés, mais quand on regarde la loi de finances, c'est visiblement quand même au bon vouloir des collectivités locales. Donc, si vous pouviez préciser ces points, s'il vous plaît, je vous remercie. Alors, je vous remercie. Tu veux répondre, Olivier ? Je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais comme on est plusieurs notaires, à plusieurs, on va y arriver. Bien sûr, vas-y. Non, mais c'est pas un piège. Je crois qu'il y a une délibération. Effectivement, les délibérations doivent être prises dans une certaine limite de date, parce qu'à défaut, il sera trop tard pour la collectivité. Oui. Moi, je ne l'ai pas en tête exactement. Mais je n'ai pas la date, mais en effet, vous avez raison, il y a une délibération qui doit être prise pour qu'elle soit rendue applicable à partir du 1er avril. Et à défaut, il sera trop tard pour la fin de l'année, parce que le budget sera voté. Une fois qu'il est voté, c'est trop tard pour le département. Sur l'exception du primo-excédent. Ça, j'ai pas la réponse. Alors nous, on est très embêtés praticiens, je vous le dis très honnêtement, parce que ça manque de précision, vous avez appuyé là où ça fait mal. Et ça, forcément, ça contribue à une incertitude. Et encore une fois, c'est un message qui n'est pas très positif pour le marché du logement de façon générale et pour le primo-accédant en particulier. En effet, ce qui était prévu, c'était une exonération de cette augmentation de taxe départementale de 0,5% pour le primo-accédant. Maintenant, qui est le primo-accédant ? Moi, je vais être bassement matériel, nous notaires, quand on va arriver à la régularisation de l'acte définitif. Alors déjà à la promesse, on va être très franc, pour les notaires fonciers que nous sommes, on annonce déjà qu'il y a un risque, parce que voilà, il y a un risque qui est une augmentation de la taxe départementale de 0,5%, sans l'affirmer. Donc c'est très agréable, parce que du coup votre acquéreur il me dit mais moi j'ai le droit, j'ai pas le droit, je sais pas, ça dépasse. Ensuite on indique non mais attendez, si vous êtes primo-accédant, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire qu'on est un petit peu coincé parce qu'on a des démarches, nous, en tant que notaire, évidemment, on collecte l'impôt pour l'État et pour le département, en l'occurrence. Et donc, on va être obligé d'interroger cet acquéreur. Comment vais-je faire, nous allons faire, pour vérifier qu'il s'agit d'un primo-accédant ? Alors, je le jure. Et surtout, c'est pas non seulement l'acquéreur, mais les acquéreurs. On n'achète pas toujours seul. Donc, en couple, vous pouvez avoir un primo-accédant et l'autre qui ne l'est pas. Absolument. À mon avis, il faut sabler comme le PTZ. C'est-à-dire que quand il y a un couple, et qu'un des deux a déjà acheté, le PTZ ne marche pas. Fichu. On n'en sait rien. Ce serait un peu dommage parce que sinon. Non, mais le seul moyen alors nous ne l'avons pas, mais le seul moyen que l'on puisse avoir de savoir si ce primo-accédant est vraiment un primo-accédant, c'est d'avoir accès à son profil impôt gouv. Gérer mon patrimoine immobilier. Et pardon, mais nous n'avons pas accès, et bien heureusement d'ailleurs, et pour vous et pour nous. Mais du coup, on n'est pas en mesure d'assurer une garantie de ce dispositif législatif. Oui, puis encore, sur Impôt Gouv, il peut être propriétaire par succession, c'est pas pour autant qu'il a acheté. Non. Et donc, il peut être propriétaire pour avoir hérité, il peut être primo-excédent, c'est la première fois qu'il achète. Il faut bien faire cette distinction entre la propriété, effectivement, et le premier achat. Donc, vous l'avez compris, le choc de simplification passe toujours par là. On a une petite question. Pensez-vous que l'impact de la hausse des droits de mutation sera plus limité que prévu, étant donné qu'elle ne concerne que les primo-accédants qui auraient été les plus pénalisés par cette mesure ? L'impact de la hausse des droits de mutation serait plus limité que prévu ? Je n'en suis pas persuadé. Moi non plus. Moi, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que c'est la mesure de trop pour les secondo-accédants ou les non-primo-accédants, pour le coup. Et je pense que cette hausse de droits de mutation, c'est pas un message très positif, encourageant. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment intégré parce que ça a été tellement rapide que ça, c'est vrai. Les clients n'ont pas encore intégré. Je pense que dans un budget, ça pèse quand même pas mal. Sur une vente de 300 000, c'est pas compliqué, ça fait 0,5 de plus. 1500. Donc 1500. 1500 € de plus. Pas négligeable. À emprunter à un taux de 3,5. Ou des travaux en moins. Ou des travaux en moins. Comme en ce moment, il y a des travaux en plus que des travaux en moins. Alors qu'aujourd'hui, quand vous achetez, il y a quand même pas mal de biens où on nous demande de faire des travaux complémentaires pour sortir du DPE négatif. C'est un peu plus compliqué. D'autres questions ? Une autre question.
comment se sont déroulés les 2 premiers mois de 2025 dans les études. Eh bien alors là... Je crois qu'on peut le dire, hein, le ressenti, pour préparer cette conférence, nous sommes 2, mais en réalité on est une dizaine à préparer, et donc on fait toujours un tour de table entre notaires. C'est assez surprenant, c'est que notre ressenti n'est pas le même. Pas du tout. Pas du tout le même. Je crois qu'il y avait 3 notaires sur la moitié, non, un peu moins de la moitié qui disaient « Oh non, ça repart un peu ». Les autres qui ne partageaient pas du tout cette opinion et qui trouvaient que c'était quand même très très calme. Le 77 étant absent, donc Enaï n'étant pas là, je parlais à sa place, disait justement sur les maisons, non, là, ça bloque, c'est compliqué. Au contraire, on a un confrère qui est dans l'Essonne qui disait ah non, nous, ça repart, c'est encouragé. Nous, pauvres Parisiens que nous sommes, nous constatons que c'est une tension pas possible pendant les rendez-vous. Tout se négocie. Moi, j'ai donné un exemple que j'ai trouvé accablant où il y a une transaction qui était à un prix quand même très élevé. L'acquéreur a quand même utilisé sa faculté de rétractation l'année dernière, en octobre dernier. Et en janvier de cette année, il est revenu à l'attaque avec une baisse de prix de 300 000 € quand même, qui n'est pas négligeable. Arrivé à la promesse, il a renégocié des travaux. Passe la promesse, on dit ça y est, ouf, ça y est, c'est terminé. Moi, j'étais du côté vendeur et arrivé à la vente, on s'est mis à négocier pour des bips de parking en disant il manque que 2 bips, j'en voulais 4, il n'y en a que 2. Donc, résultat, une baisse encore de prix. Le climat est très tendu. On ne peut pas dire qu'on sable la bouteille de champagne quand la vente se réalise. Je pense qu'avant, en attendant, l'acquéreur se disait les taux d'intérêt vont baisser, les prix vont baisser. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, au mois de février, on puisse se dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un acquéreur qui aurait tendance à attendre ne peut pas dire assurément les taux vont fortement baisser. Ça peut baisser encore un petit peu, mais ça ne veut pas être extraordinaire. Est-ce que les prix vont baisser? On ne le pense pas. Non. Et est-ce que les droits de mutation à titre onéreux vont augmenter? Possiblement. Oui, c'est un mauvais symbole, quoi. Ce qui veut dire que l'acheteur est... avant, il avait gagné un peu du pouvoir. Oui. Ces temps-ci, l'acheteur qui a du cash a encore du pouvoir. L'emprunt, il est un peu plus... il est réfléchi. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient acheter, maintenant, je pense qu'il sait exactement s'il peut le faire ou pas le faire. Il a rarement des mauvaises surprises parce que c'est travaillé et avec la banque et voilà. Et ça s'ouvre un peu plus. Voilà. Donc on a eu, pour répondre en janvier-février, ça dépendait des études. Je crois qu'il y a, ce bilan contrasté montre justement l'incertitude aujourd'hui du marché. C'est qu'on ne sait pas trop où on va. Il n'y a pas de certitude en disant « Ah, ça va mieux ». C'est vraiment tout va se faire au printemps. Mais alors, on le dit chaque année, mais c'est vrai. En immobilier, tout va se faire au printemps. Oui, il y a une petite affirmation d'un journaliste qui indique sur les droits de mutation à titre onéreux, la mesure sera peut-être jugée anticonstitutionnelle au nom du principe de l'égalité devant l'impôt. On est vraiment dans l'incertitude sur cette mesure. Elle nous a quand même coupé l'herbe sous le pied. C'est arrivé le 14 février pour être applicable immédiatement, moyennant des délibérations qui doivent la valider pour son application 1 mois et demi plus tard. Donc c'est quand même... Il y a déjà des départements qui ont des taux différents. Il y avait 4 départements en France, dont le Morbihan de mémoire, qui ont des taux moins chers. Donc et ça n'a jamais été jugé anticonstitutionnel. Alors peut-être que le journaliste pense au fait que il y a le primo-accédant a droit à une prime et pas les autres. Ça c'est autre chose. D'autres questions? Peut-être sur les DPEG, justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous constatez plus de ventes? Pourtant la date butoir est passée, mais est-ce que les gens s'affolent un peu trop tard? Et les décotes, elles sont de quelle ampleur? Puisque vous dites justement que absolument tous négocient, ça c'est un bon élément de négociation quand même. Je crois. L'étude, elle a été faite au niveau national sur les DPE, et on a vu un ralentissement. Il y a eu l'effet d'annonce, et pendant 2 ans, il y a eu beaucoup de jets, mais là, ça s'est ralenti. Je crois que ceux qui devaient vendre ont vendu. Ou maintenant, ils font les travaux. Tout à fait. Quand on a vu les chiffres
alors non pas notés DPE, mais les chiffres des chambres de service et des studios et 2 pièces sont très fortement en baisse. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout révélateurs des volumes annuels qu'on a annoncés. Donc c'est typiquement le type de produit qui sert d'investissement locatif sur Paris, chambre de service, studio, petit 2 pièces. Et donc typiquement, la chambre de service, sans vouloir être méchante, elle est souvent mal notée. Parce que, comme son nom l'indique, elle est sous les toits, parce qu'il n'y a pas une isolation, une étanchéité absolument extraordinaire. Enfin, toi, je ne sais pas, mais moi, je n'en vois plus. On n'en voit plus, en tous les cas, on n'en voit pas pour l'investissement locatif. On le voit pour loger l'enfant qui vient faire ses études à Paris, parce que c'est son enfant qui vient à Paris, il ne va pas se plaindre. Pour l'investissement locatif, non, mais c'est un frein, c'est le problème de la crise du logement, c'est tout. Voilà. Donc oui, ça a eu un impact, oui, mais je crois que les gens ont eu conscience de ça. Oui. Et maintenant, le marché n'est plus le même. Le marché, il est restreint. Il est restreint pour des gens qui vont soit habiter dedans, mais c'est plus rare, soit ils vont mettre leur enfant. Oui. Ou des voilà. Madame Chocron voudrait le micro. Bonjour. On est 5 ans après le début de l'épidémie du Covid. Quel bilan on peut tirer en Île-de-France des mouvements qu'on a pu peut-être constater juste après les confinements? Aujourd'hui, on en est où, sachant qu'entre-temps, il y a eu la crise du logement, crise de l'immobilier. Donc, Est-ce que le reflux est là ou pas? Ça, c'est vrai que quand on a vu cette vague de Franciliens, de Parisiens qui partaient vers la Grande Couronne, enfin même plus que la Grande Couronne, ouais. Ils allaient même à Rouen, Orléans et autres. On s'est posé la question s'il y allait avoir un reflux. Et en fait, je crois que les statistiques nationales ne le démontrent pas, en tout cas aujourd'hui. Ça n'a pas eu... c'est une petite vaguelette peut-être, mais qui n'est pas tellement faible qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est un reflux. Pas de retour. Hein, Qu'est-ce qu'on voit dans nos études? Parce que je relais la question. Pas de retour, non, on ne voit pas de retour. Enfin, toi, je vois pas. Moi, pendant la période de Covid, oui, j'ai bien constaté des Parisiens qui partaient du centre de Paris pour plus que la Grande Couronne, la province, pour s'installer. Oui. Et je ne les vois pas revenir. Non. Olivier, toi non plus, non? Non, mais surtout, on ne les voit plus partir maintenant. Ceux qui devaient partir sont partis. Je crois que ça y est, c'est intégré. Ça, voilà. Et puis, ils ont trouvé leur maison, ils ne bougent plus. Comme ils ne bougent plus dans leur maison, parce qu'ils sont heureux dans leur maison. Voilà. Alors, il y a eu des petits ressentis, parce que quand on est parti à la campagne, quand on était parisien, c'est super la campagne. Et puis, parfois, de temps en temps, on peut se lasser. Mais enfin, pour autant, on ne revient pas sur Paris. Non, s'il y avait eu un retour, c'était tout de suite, très rapidement après. Dans les 2 années qui suivaient le départ. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas ce qu'il voulait. Il fallait tondre la pelouse. Petite question? Si? Oui? Vous voulez bien prendre le micro parce qu'on ne peut pas entendre les questions. Merci, madame. Oui, Marie-Fab, semaine juridique notariale. Ça marche, oui. Par rapport à l'abattement de 100 000 €, est-ce que vous pensez que ça peut compenser cette mesure sur les DMTO? Est-ce que ça va inciter à davantage d'achats? Est-ce que vous avez les 100 000 €, c'est sur le neuf, alors que les DMTO, c'est sur l'ancien. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça va se ressentir quelque chose de positif sur des acquisitions nouvelles, ou vous avez une prévisibilité? Alors, sur la notion d'apport, forcément, ça ne peut que aider le primo-accédant, ça c'est certain. Cette disposition, elle doit être mise en œuvre avant le 31 décembre 2026. Et là, je vais être un petit peu désagréable. Je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de champignons pousser, de sortir de terre. Donc, ça voudrait dire qu'on ait des constructions à profusion, puisqu'il faut du neuf ou de la VFA. Alors, je ne parle pas de la rénovation énergétique. Là, pour le coup, oui, ça peut. Mais la rénovation énergétique, je ne suis pas sûre qu'elle stimule une vente à venir. Elle va stimuler très certainement le fait que le propriétaire en place va améliorer ou réduire sa consommation énergétique. Mais de là à vous dire que ça va relancer le marché du neuf,
C'est un peu prétentieux. Favorable, évidemment. Bien sûr. On ne peut que espérer que. Oui, parce que ça additionné au PTZ, quand même. Le PTZ, maintenant, il n'y a plus de zonage sur le neuf. Donc, c'est quand même c'est deux mesures favorables sur le neuf. Faut que ça maintenant, est-ce que les primo-accédants vont sur le neuf parce qu'ils avaient disparu totalement. Donc, on peut espérer qu'ils reviennent. On peut. Mais ce sera tout de même à la marge. Je pense que dans nos études, ça ne va pas être une révolution et ça ne va pas... Je ne pense pas que ce soit... On a un confrère qui nous a dit que justement les constructeurs changeaient leur façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'ils optimisaient, on va dire ça comme ça. Et donc, ils optimisaient les surfaces, ils optimisaient le produit à vendre. Donc, on a moins de ce qui nous avait été dit, a été rapporté. Il y a moins de 3-4 pièces que de 2 pièces ou de studios vendus. Donc, ça a l'air de se profiler vers, en effet, le produit type d'un primo-accédant. Et lui faisait partie des optimistes en disant mais si, moi, justement, les 2 derniers mois, ça a bien marché justement sur ce type de produit. Bon, l'annonce n'était pas encore faite voilà. Mais oui, ça peut en effet encourager. De là à faire augmenter le volume de transactions de 15%, je ne suis pas sûre. C'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Ah oui, le neuf, on a besoin. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Rendez-vous donc au mois de mai prochain. Et puis, Club notarial de l'immobilier à midi. Merci. Conférence de presse des notaires du Grand Paris, jeudi 27 février 2025.